Bonsoir à tous. Parlez vrai, la suite continue. Vous êtes avec nous encore pour 20 minutes dans ce débat sur formation, emploi, insertion qui concerne les jeunes. Nos 4 invités sont avec nous. Charles Ouachetine, Rusmaini San Mohamed, Isabelle Chamorro et Hervé Théin Taouva. Donc on parle de ces questions. Dans la première partie, on a beaucoup parlé des fondamentaux, de ces fondamentaux pour se comporter, lire, écrire et prendre sa place dans la société. On en était sur les entreprises, les partenariats, qu'est-ce qu'il faut créer avec les entreprises, sortir un peu de la précarité. Parfois, le jeune, il est souvent en CDD et il reste longtemps en CDD. Est-ce qu'il faut trouver d'autres moyens pour amener le jeune à pérenniser son contrat de travail dans des CDI? Comment est-ce que vous voyez ça, Charles Ouachetine? Alors peut-être avant de répondre à la question, je voudrais juste, dans le prolongement du débat qu'on a eu, revenir sur ce qu'a dit Hervé. La question du projet, de la valorisation du projet de l'élève. Je crois que nous, on a une chance d'être un petit pays. Quand on regarde notamment les effectifs au niveau de l'école, le taux d'encadrement est un taux d'encadrement intéressant. Donc je pense qu'on peut effectivement se donner les moyens de travailler à l'endroit même des projets des enfants. Je crois que c'est de cette manière qu'on peut éviter le phénomène d'exclusion que l'on connaît par la suite. Alors après, donc l'accompagnement, donc au-delà de l'espace de l'école, je crois qu'effectivement le rôle des parents qui doit être permanent. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des difficultés dans la relation, voire même entre les enfants. Les parents ne jouent pas le rôle, selon vous, d'orientation suffisamment. Quand vous parliez tout à l'heure, un enfant qui dit « Hervé, je veux être pompier », les parents, ils n'entendent pas, ou ils disent « oui, on verra », ou alors « oui, c'est un truc de jeune ». Et ils ne prennent pas assez au sérieux, ils n'écoutent pas assez, selon vous, Hervé? Je dis ça c'est toujours de l'expérience aussi. Moi, je voulais devenir électricien. Et les choses, ils ont fait que, à la maison, je suis toujours en train de bricoler. C'est ça qui m'a conditionné dans mon choix. Et puis partir petit à petit. Et puis après, au-delà du choix que j'ai fait, j'ai vu d'autres choses qui ont encore permis d'aller plus loin. Et je reviens encore. C'est le rôle des parents, le rôle de l'entourage, même au-delà des parents. C'est la famille, le clan, la tribu. C'est de partager la chose, même si c'est un rêve. Mais ce sont des rêves qu'il faut... Vos réactions, Rusmaini et Isabelle? Au sein d'une famille, avant tout, c'est surtout ça, c'est la valeur du travail, quel que soit le travail. Donc on sait que la Nouvelle-Calédonie a besoin de cadres, quel que soit le niveau de responsabilité. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de saut métier. Il y a de la place pour tout le monde ici, pour chacun. Et si un jeune ou qui que ce soit rencontre une difficulté, je pense qu'il y a aussi ce gros souci, c'est que souvent les gens ne vont pas à l'information. Alors, il y a la partie éducation, la partie formation, mais il y a la partie aussi information, malgré tout. Qui ne fait pas le travail alors, puisque l'information n'arrive pas? Alors là, on va passer peut-être du numérique ou à beaucoup de choses ou quoi que ce soit. Souvent, les jeunes disent, oui, on n'est pas informé, mais bon, il ne faut pas parler... On n'est pas informé, quand on veut s'envoyer des textos toute la journée avec des potes, on est capable de le faire. Donc, on peut s'informer quand même. Voilà, on peut s'informer, certes et tout. Alors, il faut développer davantage la proximité. La proximité, que ce soit au niveau des tribus, que ce soit au niveau des quartiers. Bon, c'est ce qui se fait déjà en province sud et tout. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi au niveau du cercle familial de pousser son enfant parfois, d'inciter son enfant. Écoute, tu as ici telle structure, tu peux aller tu as tel forum, tu as, le Rex, où on trouve pas mal de choses également. Donc, et même dans les tribus, l'information passe très rapidement parce qu'on sait très bien quand il y a un bus de la Miche qui passe, donc les jeunes passent également. Ensuite, il faut aussi s'approprier cette information. Voilà. Alors c'est une question de motivation, c'est une question de volonté. Quand nous travaillons quand même beaucoup en partenariat, que ce soit avec les communes, mais aussi quelque part avec les structures, nous en tout cas d'insertion de la Mige Nord ou de l'EPFIP des îles, on se relaie des informations, on s'échange des expériences. Et donc ça c'est très important parce qu'on dit que le jeune n'a pas de frontières. Le jeune n'a pas de frontières, mais après, il faut tenir compte aussi des spécificités géographiques de chaque province. Hervé,
tout à l'heure disait quelque chose d'assez intéressant. Il ne faut pas être chacun dans son coin. Il faut penser pays. Effectivement, est-ce que les dispositifs ne sont pas trop cantonnés aux provinces? Vous dites qu'il n'y a pas de frontières. Et finalement, le jeune, quand il est ailleurs, il ne sait pas trop où, selon vous, Isabelle. Moi, je voulais aborder 2 points d'abord sur cette question. Effectivement, il faudrait une politique plus lisible à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie dans le domaine de la formation, de l'insertion de la jeunesse en général, qui pourrait se décliner ensuite en fonction des compétences des espèce provinces. De guichet unique. La problématique de l'information, c'est parce qu'en fait, c'est une problématique de lisibilité aussi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de dispositifs qui se superposent et qui sont provinciaux, communaux, voilà, on etc. On a Cap Emploi d'un côté, on a les défiches de l'autre. Donc, voilà, il y a une clarification à faire pour que ce soit plus lisible pour les jeunes et puis, par conséquence, pour les familles. Mais il y a aussi des freins qui sont autres. C'est-à-dire, il y a une étude du CES qui rappelait que pour 44% des jeunes, il n'y a pas de frein à continuer des études, mais quand même pour les autres, donc une grosse majorité. Le premier point, c'est de ne pas trouver de place dans la formation qu'on souhaite. Et le deuxième point, c'est les contraintes financières. Donc, il faut quand même qu'on l'entende. Et si on veut un système plus égalitaire, nous, on est pour un système solidaire. Hein. Après, il faut qu'une fois qu'on a fait la prévention, il faut que tout le monde s'en saisisse. Hein. Mais par exemple, ce qui a été fait notamment par le membre du gouvernement, Mme Baquès, pour le statut de l'étudiant, c'est primordial. Parce que qu'est-ce qui va freiner un jeune après? C'est l'accès au logement, c'est l'accès au transport. Et s'il veut bouger, parce que la mobilité, on n'en a pas parlé, mais c'est important pour les jeunes ici en Nouvelle-Calédonie de sortir, alors que ce soit en Europe, dans la zone. Mais cette mobilité, pour ceux qui réussissent, qui ont envie de partir, il faut que les collectivités l'organisent. Vous donnez l'occasion de parler de la formation continue et des fonds européens. Là, il y a énormément d'argent. Il y a à peu près 4 milliards par an pour aider cette mobilité. Resmaïni, vous êtes à la Miche, vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a beaucoup de programmes européens. Oui, donc ça va faire à peu près 2 ans, 3 ans que nous sommes en recherche de développement. Et donc, il y a une concrétisation depuis 2 ans à peu près avec les services volontaires européens d'une part. Donc ça permet à un jeune Calédonien de partir pour à peu près 6 mois, 4 mois, 6 mois, selon la durée qu'il souhaite, à faire des échanges, notamment dans les pays d'Europe. Ensuite, dans le secteur, on parlait beaucoup de secteur attention, notamment sur l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Donc 8 bourses du dispositif européen Leonardo da Vinci ont été attribuées à la mission d'insertion des jeunes. Et donc 8 jeunes, on peut partir dans les pays d'Europe et aussi dans les îles d'Europe, telles que Tenerife, Malte, l'Irlande. Et donc... mais c'est pas beaucoup quand même, 8 jeunes. Oui, c'est ce que l'Europe... 37% oui. de jeunes qui sont sans qualification, qui ont moins de 30 ans, oui, c'est peu. Mais c'est déjà un début. Vous pensez quoi, Hervé et Charles, de la mobilité, justement, cette mobilité ? Je crois qu'on peut effectivement se féliciter que nos jeunes aujourd'hui peuvent accéder à des études au-delà du pays. Donc il y a des dispositifs dont ils bénéficient, les formations notamment au Québec, etc., le dispositif Erasmus, etc. Mais je pense que s'il y a un travail qui doit être fait, c'est d'abord par rapport à la mobilité à l'intérieur même du pays. Je crois que c'est un enjeu majeur. Et pour pouvoir le faire, donc en matière de formation, il est important qu'aujourd'hui, qu'on veille à ce qu'il y ait une carte vis-à-vis des métiers qui recouvrent l'ensemble du pays. On sait qu'on a un lycée agricole là qui est installé dans le Nord. C'est une bonne chose que les enfants des îles ou du Sud viennent faire leur cursus de formation dans le Nord, mais il faut développer dans d'autres centres. Je sais qu'il y a un projet, par exemple, pour les arts. Nous, on plaiderait pour que cette école pour les arts, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui s'intéressent à ce type de métier, soit installée dans le Nord. Ça permettra donc aux enfants du Sud également d'aller rencontrer les jeunes du Nord, etc. Je crois que le pays a besoin donc que les jeunes se rencontrent autour de leurs problématiques. Moi, ça permet de parler de... Il y a des pays qui sont membres de Fer de Lance. Je prends par exemple l'exemple du Papouasie, qui a déboursé 30 millions. Il est prêt à mettre 30 millions sur la table pour que des jeunes puissent aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour pouvoir se former. Là, on est en attente de... Nous, on a fourni une liste de jeunes qui sont volontaires pour partir pour des formations, pour des stages, pour pouvoir aussi se confronter à la réalité là-bas. Il y a aussi le Salomon, qui nous fait aussi des ouvertures
vers le Cuba. Il faut qu'on arrive à utiliser cela aussi. Il ne faut pas qu'on reste cantonné au pays. Il faut l'ouvrir. Mobilité, donc on parle mobilité, on parle pays. Après, il y a le problème maintenant, c'est l'équivalence des diplômes. Demain, je vais aller au Salomon, c'est pas pareil. Est-ce que quand je veux revenir ici dans le pays, ce sera reconnu? Il faut qu'on ouvre aussi tout ça, parce qu'il y a des formations. Juste en Nouvelle-Zélande, en Australie, ça se fait déjà. Mais aussi dans les pays qui sont membres des fers de lance. Sur la précarité, aujourd'hui, effectivement, tout à l'heure je posais une question sur ce thème-là. Est-ce qu'il y a trop de précarité? Il y a de l'intérim, il y a des CDD, comment est-ce qu'on pourrait mieux adapter les choses pour qu'on sorte un petit peu de la précarité dans laquelle parfois s'enferment certains jeunes? Et finalement, il y a des conséquences. On ne peut pas trouver de logement, on a des problèmes pour obtenir des emprunts, des questions comme ça. Est-ce qu'on a réfléchi là-dessus, Rusmaïni et Isabelle Chamorro? Il y a des dispositifs qui existent, enfin aussi bien dans les autres provinces qu'à la province sud. Pour nous, un jeune qui souhaite se lancer dans une entreprise, on a des dispositifs qui le créent à jeunes, et donc ils sont accompagnés. Ensuite, ils sont conseillés, et ensuite, une fois leur entreprise créée ou leur propre emploi, on va dire créé, et tout, ils sont accompagnés encore pendant un laps de temps jusqu'à temps qu'ils prennent bien les rênes. La précarité, il faut savoir aussi que les jeunes, ceux qui rentrent dans des dispositifs, que ce soit communal ou que ce soit provincial, alors vous parlez de freins de mobilité. Alors l'aide au transport, on le fait. Ensuite, déjà pour les étudiants, là on parlait un peu d'Europe, on parlait aussi un peu d'Océanie aussi, mais les étudiants qui partent en Europe, des aides sont déboursées par les provinces. Mais quand on parle aussi d'insertion, il faut aussi favoriser aussi l'excellence aussi, parce que vous avez aussi des jeunes, avec les bourses d'excellence, le prix d'excellence, nous on essaie aussi de faire en sorte que ces jeunes-là, et ça ne concerne pas qu'une souche de la population, donc qu'on essaie aussi de les aider, de les projeter, de bien les orienter. Ce qui compte, c'est vraiment l'épanouissement. On voit bien que la problématique de la jeunesse, de l'emploi, de l'insertion, c'est une problématique bien plus large que finalement les thèmes qu'on était en train de débattre, c'est-à-dire c'est intimement lié au projet institutionnel futur du territoire, c'est intimement lié au développement économique. C'est pour ça que les élus doivent, les responsables politiques, y mettre une mobilisation totale. Donc le développement économique, s'il est au rendez-vous, le chef d'entreprise, s'il a en face de lui un jeune et qu'on a organisé, nous, des formations qualifiantes qui correspondent aux besoins des entreprises, ne se pose plus la question de la précarité, qu'elle soit pour les jeunes ou pour les moins jeunes. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, il va trouver en face de lui quelqu'un de travailleur qui vient à l'heure au travail, qui est méritant, qui est qualifié. Il va miser sur cette personne. Moi, j'entends plutôt des fois des chefs d'entreprise qui recherchent des personnes qui correspondent à leurs besoins. Donc, un chef d'entreprise, comme je le disais, il a une responsabilité sociale, mais aussi économique. Il va miser sur la personne si elle correspond à ses critères de recrutement et de besoin. Et donc, elle va lui faire un CDI au lieu de lui faire un CDD. Et on parlait tout à l'heure de ce qui doit se répartir en termes de rééquilibrage au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a plusieurs dispositifs qui sont prévus dans l'accord qui ont participé au rééquilibrage. Moi, je voulais dire, par exemple, vous parlez du SMA, tout à l'heure, le service militaire adapté, qui est une très bonne formule qui est reconnue par tous les partenaires, 90% de taux d'insertion, par exemple, en 2011. Et bien, moi, je me dis, pourquoi pas avoir un service militaire adapté en province sud? Pour l'instant, on est sur Koumak et sur Koné. Mais moi, je pense que ça pourrait correspondre aussi à certains besoins des jeunes de la province sud qui soient issus C'est une proposition. On parle d'emploi. Faisons un focus sur l'emploi local. Apparemment, puisqu'on dit que les jeunes ont parfois des difficultés à s'intégrer et à trouver du travail, l'emploi local, la loi sur l'emploi local, est-ce qu'elle a permis aux jeunes de s'intégrer ou pas? Moi, j'ai un chiffre. Il y a une forte baisse des offres d'emploi, 26% de moins au premier trimestre 2013 par rapport à 2012. Est-ce que ça veut dire que la loi sur l'emploi local, elle s'applique, mais elle ne s'applique pas bien parce que finalement, elle ne remplit pas son rôle, selon vous, Charles Ouachetine? La baisse là que vous constatez par rapport à l'offre, c'est d'abord l'offre. On sait que notre économie aujourd'hui est un peu morose. Donc effectivement, il y a de moins en moins d'offres. La demande reste
Et la demande importante concerne la catégorie de population dont on parle depuis des débuts d'émission. Mais est-ce que la loi sur l'emploi local ne pourrait pas avoir un rôle par rapport à cette population? Il faut d'abord que les partenaires jouent le jeu. Or, on constate qu'aujourd'hui, certains, et notamment le patronat, ne jouent pas forcément le jeu. C'est-à-dire, elles contournent la loi? Oui, ils sont tenus, notamment, donc, quand ils doivent embaucher, tenus de se rapprocher de la commission paritaire pour l'emploi. Voilà, donc on constate qu'ils ne jouent pas forcément le jeu. Donc je crois qu'il doit y avoir, il faut qu'il y ait un contrôle qui soit fait pour pérenniser le dispositif. Et votre réaction, Madame Rusmaini, par rapport à la loi sur l'emploi local, Monsieur Ouachiti nous dit, bon, ils ne jouent pas le jeu, les partenaires. Votre réaction à vous, comment est-ce que vous voyez les choses? Et je demanderai la même chose aux deux autres invités. Je reviens. C'est vrai, on est là en ce moment aussi dans une passe économique qui n'est pas très bonne en ce moment, bien sûr, surtout dans le secteur du BTP. Comment traduire ça? Cela dépend évidemment des filières, cela dépend de ce que demande le patronat. Il faut vraiment un rapprochement entre justement ces structures, les entreprises, et on revient encore, disons, à la même discussion, avec notamment les chambres consulaires ou avec les autres partenaires, et aussi le monde de l'emploi, des demandeurs d'emploi. Mais la loi est-elle contournée selon vous ou pas? Est-ce qu'elle s'applique à plein? Est-ce qu'elle remplit son rôle ou pas? Ou pas assez? Moi, je dirais qu'il faudrait qu'on ait assez de recul. Pour qu'on ait un bilan justement de ce dispositif que nous avons voté, qu'on ait du recul. Et qu'à partir de là, donc, qu'on en tire, disons, les leçons. Votre avis, Hervé ? C'est important. Oui, moi, je pense aussi qu'il faut faire pareil, il faut prendre du recul, il faut faire un bilan de cette loi-là. Mais je voulais dire, ça, c'est cette loi d'emploi local, ça c'est pour protéger, pour faire en sorte que l'emploi reste local. Mais pour susciter les jeunes, ça c'est un autre débat où je ne sais pas si l'emploi local il a un rôle, mais pas de permettre de susciter les jeunes. Pour moi, l'emploi local, c'est une barrière de protection. À l'intérieur de cette barrière, maintenant, il faut qu'on travaille les choses pour qu'on suscite les jeunes à trouver. Pour les inciter à aller vers l'emploi qui a été protégé. Pour votre avis, Madame Chamorro ? C'est vrai qu'un bilan nous permettrait de s'exprimer de manière plus précise. Maintenant, ce dispositif, il a été mis en place et partagé par les partenaires sociaux. Pour nous, il a toujours été quand même le principe que cette loi, elle s'applique aussi dans le cadre, à compétences égales, et que dans certains domaines, et s'ils ont été définis, il n'est pas question de se couper des compétences extérieures qui peuvent être utiles quand elles sont reconnues utiles à la Nouvelle-Calédonie. Donc, et c'est vrai qu'un bilan permettrait, chiffré, d'en savoir plus. Le fait que les offres d'emploi aient baissé, c'est plus conjoncturel par rapport à notre croissance qui reste positive, mais qui est quand même en net. Voilà, il faut pas que cette notion d'emploi local enlève à nos jeunes l'envie de se battre et de réussir. Voilà, c'est un cadre, il doit être respecté, il a été voté, mais pour nous c'est toujours à compétences égales. Donc ça veut dire qu'on doit faire l'effort d'être qualifié et de faire valoir ses qualifications. Eh bien, ça sera le mot de la fin, puisque nous arrivons à l'issue de nos 20 minutes sur Internet à nouveau. Donc, merci à vous quatre pour être venus parler des jeunes, de la formation, de l'emploi, de l'insertion. On a bien compris qu'il y a une volonté indispensable à la base pour aller vers l'emploi, mais qu'il faut aussi harmoniser, vous l'avez dit Hervé, harmoniser peut-être certaines structures. Vous l'avez dit aussi Charles et vous deux aussi. Tous les invités l'ont reconnu. Il faut peut-être plus de lisibilité, avez-vous prononcé ce mot, Madame Chamorro. Donc, on a bien compris. On referme donc ce chapitre sur l'emploi, la formation, l'insertion des jeunes. La semaine prochaine, j'ouvre un débat, et je le dis pour nos internautes, sur la santé et la prévention, et notamment en matière d'alcool, de drogue et de suicide, un taux de suicide qui frappe hélas trop souvent une grande partie de la jeunesse. Vous restez avec nous, bien sûr, sur Internet, puisque vous le savez, sur Internet, il n'y a jamais de temps qui s'arrête, puisque c'est éternel. Merci encore à vous quatre.